C'est sans voyelle, mais on va tous se débrouiller. Alors ce soir, on est en train d'étudier les lois du Rambam, le deuxième chapitre des lois du Rambam par rapport aux jours de fête, les jours de Yom Tov. Et nous avons appris hier dans le chapitre l'importance de Moukhtse, qu'il y a des choses qui sont interdites, si jamais c'est malgré que Yom Tov, on a le droit de préparer certaines choses pour le jour de Yom Tov, à condition que l'objet a été déjà préparé avant. Si jamais il n'était pas préparé avant, alors donc on n'a pas le droit. Et donc de là, on apprend une halakha, que s'il y a un poussin qui est né pendant Yom Tov, ou il y a un veau qui est né pendant Yom Tov, alors normalement, un poussin n'a pas le droit de le manger, vu qu'il était dans un œuf, alors on n'a pas le droit de le manger s'il est né pendant Yom Tov, il faut attendre après Yom Tov de pouvoir le manger. Par contre, s'il y a un veau qui est né pendant Yom Tov, alors là, il y a deux cas de figure. Si jamais la maman, la vache, a été prévu qu'on va faire la shrita pour la manger, là, le veau aussi est permis. Pourquoi? Parce que vu que si jamais il n'aurait pas encore été né, alors la shrita de la maman est valable également pour le veau. Alors donc, c'est comme si le veau était déjà aussi prévu d'être consommé pendant Yom Tov. Alors là, on a le droit de consommer. Par contre, si la maman du veau n'était pas prévue d'être consommée pendant Yom Tov, dans ce cas-là, on ne peut pas le consommer pendant Yom Tov. Ça, c'est donc halakha Aleph, la première halakha. Deuxième halakha, c'est quand il y a des bémotes. Après, on va lire tout le texte si Dieu veut. Quand il y a des bémotes qui sortent pour paître à l'extérieur du troum de la ville, mais qui reviennent tous les soirs au retour dans la prairie de là où ils habitent, ça veut dire ce qu'on appelle dans la Gemara Behemot Betiyot, des animaux, des bétails qui sont dans une maison. Alors, donc, ils sont considérés comme prêts pour être consommés. Alors, on peut les prendre pendant Yom Tov et faire la shrita, faire l'abattage rituel et les manger. Mais si jamais ils sont dans des pâturages à l'extérieur et qui sont là-bas tout le temps, jour et nuit, alors si Yom Tov ils sont arrivés, on ne peut pas faire l'abattage rituel sur elles parce qu'ils n'étaient pas préparés de pouvoir être consommés pendant le jour de Yom Tov. Et donc de là, on découle encore une halakha, que si jamais il y a un animal qui était prévu d'être utilisé pour le Beth Amikdash, et finalement il a eu un défaut. S'il a un défaut, on ne peut pas l'apporter au Beth Amikdash. Mais le défaut a eu lieu pendant Yom Tov. Alors donc, avant Yom Tov, il était prévu pour le Beth Amikdash, donc il n'était pas prévu d'être consommé par les personnes chez eux à la maison. Alors donc, on n'a pas le droit de faire la shrita Yom Tov. Et c'est pour cela également que si jamais, qu'on n'a pas le droit de vérifier un animal pendant Yom Tov s'il a un défaut ou pas, parce qu'on a peur que, voilà, on va dire, il a un défaut, donc on ne peut pas l'amener au Beth Amikdash, donc on peut le manger, et on va faire la shrita pendant Yom Tov. Mais si jamais on est sûr que le moum a été fait avant Yom Tov, et on a vu le moum avant Yom Tov, seulement que le Chacham n'a pas pu venir pour le trancher, et le Chacham va venir que pour trancher Yom Tov, alors là c'est bon, parce qu'on sait déjà dès le départ, la veille, qu'il y a un défaut et qu'on pourra éventuellement le manger. Quand il y a un premier qui est né avec un défaut, alors là, il est déjà prêt parce que dès le départ, on voit que, par exemple, s'il manque un pied ou quelque chose comme ça, on sait déjà tout de suite dès le départ qu'on ne pourra jamais l'offrir au Beth Amikdash, donc on va le consommer. Mais Yom Tov, il ne faut pas regarder les défauts. Par contre, si jamais on a fait, alors là, on a le droit de faire la shrita, de le manger. Maintenant, il y a une autre situation. Il y a un pro qui est tombé dans un trou. Alors maintenant, il y a ici une situation très particulière. Il y a le Tsar Baal Chaim, il y a la peine que l'animal peut avoir, parce qu'il va rester dans le trou, il ne peut pas bouger, il ne peut pas manger, il ne peut rien faire, donc il n'est pas bien pour lui. Alors ce qu'on fait, on met en bas des coussins, etc., pour, tout d'abord on le donne à manger, après on met des coussins pour qu'il puisse remonter. Mais on peut pas, on peut pas, mais pas le fait qu'on peut, on peut pas, mais, pardon, je m'excuse, on le donne à manger en bas et puis on le laisse en bas, parce que pas le fait que on n'a pas prévu qu'on va le manger ce jour-là, donc on ne peut pas faire la shrita. Donc on va le faire ce qu'il a besoin en bas pendant le jour de Yom Tov, et après on va le remonter après Yom Tov. Et si jamais il y a il y a un animal avec son fils qui se trouve dans un trou, là on fait monter le premier pour le faire la shrita,
mais on ne va pas le faire la shrita parce qu'on va choisir le deuxième. Et pour le Batsar Balachaim, alors là, on va le faire monter parce que quand il y a un animal, alors il peut rester dans un trou. Mais quand deux animaux dans un trou, ce n'est pas faisable, ils auront trop de peine. Donc là, on permet de faire en sorte qu'on les prend, soi-disant, pour faire la shrita, pour le faire sortir du trou et les amener en haut. Maintenant, s'il y a un animal qui est tombé du toit en bas, et nous savons que quand un animal il tombe d'une hauteur, il doit rester debout pendant 24 heures pour être sûr qu'il n'y a rien qui est cassé en lui. Et ensuite, il faut quand même vérifier les ossements. Alors, on peut faire la shrita Yom Tov et vérifier parce qu'on ne peut pas vérifier si on ne fait pas la shrita, donc on va faire la shrita pour pouvoir vérifier. Quand il y a des oies ou des volailles ou des pigeons qui sont dans la maison, alors ils sont considérés comme s'ils sont déjà préparés pour faire la shrita et les manger. Par contre, s'il y a des pigeons qui se trouvent dans une tour à l'extérieur ou dans un champ, qu'ils ne sont pas dans la maison, alors là, il faut, avant Yom Tov, dire, voilà, je vais utiliser Yom Tov, et il ne faut pas les bouger, on n'a pas obligé de le bouger, mais il faut juste le dire. Si jamais on n'a pas prévu avant Yom Tov, clairement dire, voilà, c'est ceux qui se trouvent maintenant dans telle et telle cage, je les prends, alors on ne peut pas les prendre pendant Yom Tov. Si jamais maintenant une personne, il était vers la cage, et il a dit, voilà, je vais prendre les oiseaux qui sont là, je vais les utiliser maintenant pour Yom Tov. Mais lui a dit, je vais prendre les noirs, et après il trouve, il va trouver des noirs à la place des blancs, ou des blancs à la place des noirs. Alors là, c'est interdit parce que je dis, voilà, ce n'est pas les mêmes qu'il a prévu hier. Si jamais il a vu deux dans une cage, il a dit, voilà, ces deux-là, je vais les prendre. Et le lendemain, il vient Yom Tov et il trouve dans la cage trois. Alors c'est interdit parce que je dis, les deux qu'il a vus sont partis, il y a trois à nouveau à la place. Par contre, d'autre part, s'il a prévu trois et le lendemain, il trouve que deux, là, je dis, bon, peut-être une s'est sauvée et les deux sont celles qu'il a prévues hier. S'il a vu dans la cage et finalement, ils ne sont pas dans la cage, alors si jamais il n'y a que eux qui étaient au départ dans la cage et eux, ils ne peuvent pas s'envoler, alors même s'il y a une autre cage dans la distance de 25 mètres, de 50 amotes, alors ils sont permis parce qu'en général, les petits oiseaux, quand ils ne peuvent pas voler, ils avancent uniquement en face de leur cage, mais ils ne vont pas aller dans les autres côtés. Maintenant qu'on a terminé par rapport à la loi, est-ce que les animaux ou les volailles sont considérés déjà préparés pour nous, pour la consommation de Yom Tov? On va aller maintenant vers la question de poissons ou de ceux qu'il faut attraper. Des poissons qui se trouvent dans des grandes piscines. Déjà à l'époque, il y avait des piscines dans lesquelles on faisait là-bas l'élevage de poissons. Ou il y a des animaux, tout ce qu'il faut aller attraper, c'est moukhtse, parce que ça veut dire que ce n'est pas encore été préparé depuis avant Yom Tov. Mais ceux qu'il ne faut pas aller attraper parce qu'ils se trouvent déjà enfermés dans un espace que sans un effort particulier, on peut les prendre, alors là, on a le droit de les prendre et les amener pour manger. La même chose aussi, quand il y a un animal qui a donné naissance, qui se trouve à côté de ces petits poussins quand ils sont petits dans le champ, ça il ne faut pas préparer parce que vu qu'on voit que la maman est avec ces petits, on sait que ces petits ne vont pas partir, donc je sais que je pourrais les prendre. Maintenant, il y a une piscine dans laquelle une personne a mis un filet. Alors, est-ce que par le fait qu'il a mis déjà un filet, il pense que c'est comme si c'était déjà attrapé et pêché déjà depuis avant Yom Tov, et donc c'est déjà préparé de pouvoir les utiliser. Alors on dit non, si c'est avant Yom Tov qu'ils sont déjà rentrés dans le filet, il a le droit de les prendre, mais sinon il ne peut pas. De l'autre part, si quelqu'un il ferme un courant d'eau, et le lendemain il se réveille et il va trouver des poissons juste devant la fermeture du courant d'eau, là il a le droit de les prendre parce qu'on est sûr que le courant d'eau qui est fermé a tout de suite fait que devant le blocage où il a mis, vont se trouver des poissons. Maintenant, il y a une autre situation, une maison qui a un stock qui a beaucoup de fruits. Et puis, il y a beaucoup de fruits devant un mur. Alors maintenant, il y a le mur qui s'est cassé, il y a un trou dans le mur. Normalement, il aurait pris de l'extérieur. Ça veut dire de la couche extérieure du grand montagne des fruits. Maintenant que dans le fond de cette montagne de fruits,
Alors il y a un trou dans le mur. Alors est-ce que je peux prendre là-bas ou pas? Alors je dis oui, on peut prendre. Pourquoi? Parce qu'ils étaient prêtes. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas visibles qu'ils ne sont pas prêtes. Quand il s'agit par rapport à la Shvit, le Shvit, là-bas, il n'y a pas de fruits qu'on a le droit de prendre. Alors une personne ne peut pas prendre ça chez lui, il peut prendre que dans le champ. Alors là, il faut qu'il dise, je vais prendre tel et tel endroit du champ. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais il y a un non-juif qui apporte un cadeau vers un juif le jour du Yom Tov? Est-ce que c'est considéré qu'il a déjà ça ou il l'a pas? Parce qu'il n'avait pas la preuve que la personne non-juive l'apporte. Alors d'ici, jamais la personne est là dans son champ, la même chose qu'on vient de l'apporter, ou qu'il a les mêmes animaux qu'on vient de l'apporter, qu'on peut les attraper pendant ce jour-là facilement. Alors là, il doit attendre jusqu'à que Yom Tov se termine et puis là, il va le prendre. Même un Hadas, il n'a pas le droit de sentir le goût jusqu'à il faut qu'il attend que Yom Tov se termine et que lui aurait eu le temps de pouvoir les arracher du champ ou de pouvoir les prendre. Mais si jamais il n'a pas de cette chose-là chez lui dans le champ, ou bien c'est clair que c'était déjà arraché depuis avant, alors là, ça dépend. Si le non-juif nous a porté ça depuis le troum, ça veut dire de là que on a aussi on a le droit de porter, c'est permis. Et s'il a porté ça de loin, alors c'est interdit. Parce que quelque chose qu'on apporte pour nous depuis l'extérieur du troum, on n'a pas utilisé pendant Yom Tov, mais une autre personne a le droit de les utiliser. Des pois qui tombent d'un palmier. Yom Tov, on n'a pas le droit de les utiliser pour le feu, parce que je ne savais pas avant Yom Tov que j'ai ce bois-là pour l'utiliser. Mais si jamais c'est tombé dans le four directement, il faut que j'ajoute encore du bois afin de pouvoir chauffer le four. Si jamais il y a de la paille et du bois, alors je n'utilise pas un botte de foin ou un rangement du bois à Yom Tov si je n'ai pas précisé que je vais l'utiliser avant Yom Tov pour Yom Tov. Si jamais il y a du paille qui était mélangée avec des épines, que là, ce n'est pas utilisable pour la nourriture, c'est que pour le feu, c'est déjà considéré comme si c'était préparé pour le feu dès le départ. On ne coupe pas du bois des poutres, parce que les poutres étaient prévues pour construire, donc c'est pas considéré comme préparé pour utiliser pour le four, pour Yom Tov. Et pas non plus d'un poutre qui s'est cassé pendant Yom Tov, parce que Yom Tov, c'était pas utilisable, ça faisait partie encore du bâtiment. La même chose quand il y a des objets qui sont cassés pendant Yom Tov, je ne peux pas l'utiliser pour brûler. Mais je peux prendre des objets qui étaient cassés avant Yom Tov, parce que dans ce cas-là, par le fait que c'était cassé avant Yom Tov, je sais déjà avant Yom Tov que je peux l'utiliser maintenant pour faire le feu. Quand il y a donc des amandes ou des noix que j'ai mangées avant Yom Tov, alors je peux utiliser Yom Tov, la peau, pour alimenter le feu. Parce que la peau de l'écorce de ces noix ou de ces amandes était déjà là près. Mais si jamais je mange Yom Tov, alors là, je ne peux pas utiliser la peau parce que je ne savais pas que ce sera prêt. Il y a ceux qui pensent que si on a mangé depuis le soir, alors on ne va pas allumer avec la peau. Mais si je mange pendant Yom Tov, je peux parce que c'est déjà considéré comme une préparation supplémentaire sur ce que j'ai déjà. Tu vois, il faut savoir que toute cette notion du Rambam qui est marquée par rapport à Murtza, c'est la chita de Rambam. Et tout là, on va voir que dans l'halakha, c'est pas accepté par tout le monde. Si jamais il y a un morceau de bois qui est mouillé, alors on ne peut pas l'utiliser parce qu'il n'est pas utilisable pour le brûler. Alors donc, on n'a pas non plus de faire avec ça une tige pour faire un rôti. On peut prendre du bois qui se trouve à côté des murs de la souka pour l'utiliser pour le feu. Parce que vu que ce n'est pas de la souka, alors donc je peux l'utiliser pour autre chose. Mais on n'apporte pas du champ du bois, même si c'est déjà préparé depuis la veille. Mais là-bas dans le champ, on pourrait faire un feu et on apporte de ceux qui étaient déjà dans un reshut hayachid, dans un endroit personnel, dans un privé, même si ce n'était pas entouré avec des mechitzot, vu que c'est quand même quelque chose
tant que ça se trouve dans le Troum Shabbat et que c'est quelque chose qui est prévu, que voilà, c'est chez moi, ce endroit-là. Par contre, s'il manque une de ces conditions, c'est Moukhtsa. Quand il y a des différentes feuilles, même s'ils sont maintenant rassemblés, alors je ne peux pas l'utiliser pour faire le feu, parce que par le fait que ça peut être éparpillé par le vent, je ne considère pas comme si c'est préparé à plus bien longtemps de pouvoir les utiliser. Mais si jamais j'ai mis là-dessus un objet pour le garder tout près de pouvoir les utiliser, alors là, c'est permis de pouvoir l'utiliser. Si jamais il y a un animal qui est mort pendant Yom Tov, alors est-ce que je dois utiliser, alors bon, c'est pas caché, mais est-ce que je peux l'utiliser pour donner au chien pour manger? Alors, si jamais elle était déjà malade avant Yom Tov, alors donc la personne savait déjà qu'elle va mourir, donc elle était déjà prête, donc il peut l'utiliser pour donner à manger au chien. Mais sinon, il ne peut pas l'utiliser. Une bête qui était kochim, qui est morte, ou trouma qui est devenue tamée, il ne faut pas faire bouger de l'endroit parce qu'on ne peut pas la racheter pour autre chose. Quand il y a des poissons ou des volailles ou des animaux qui sont mouktsins, alors je ne peux pas leur donner à manger ou à boire pendant Yom Tov. Parce que vu que c'est moukts, je ne peux pas leur donner à manger non plus, il faut que je leur donne à manger avant. Parce que si je leur donne à manger, on ne sait pas comment ça va être. Quelqu'un qui fait rentrer de la terre depuis Erev Yom Tov, chez lui à la maison, s'il a préparé un endroit où il va poser la terre, alors il a le droit d'apporter la terre là-bas, faire ce qu'il veut. La terre était pour éteindre un feu, ainsi de suite. La même chose aussi par rapport à la cendre. Et si jamais il y a une cendre qui est encore chaude, suffisamment pour pouvoir frire un œuf, alors on peut le déplacer. Et sinon, on ne peut pas parce que c'est comme autre chose. C'est quelqu'un qui avait une pelle qui était enfoncée dans la terre depuis avant Yom Tov, et puis il a arraché ça de la terre. Alors, si jamais c'est de la terre qui est mou, alors il peut l'utiliser maintenant pour couvrir quelque chose. Si jamais c'est un morceau de terre, il n'a pas de décresser ce morceau de terre pour qu'il devienne mou, pour l'utiliser pendant Yom Tov. Ça, c'est donc le début à la chôte de ce chapitre. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.